Une question. Mayotte, non-scolarisation des jeunes, une exclusion sociale raciste? Telle est notre grande interrogation. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, à Mayotte, les enfants non scolarisés sont de plus en plus nombreux. Selon une étude de l'Université Paris-Nanterre, ils seraient entre 5 000 et 23 000. Autour d'une grande feuille étalée au sol, 4 enfants s'affairent, pinceau à la main. Ils sont accueillis tous les jours par une association qui œuvre pour l'accès à l'éducation à Mayotte, où les mineurs non scolarisés sont toujours de plus en plus nombreux. Combien sont-ils? Eh bien, en cette rentrée scolaire, la défenseur des droits s'est inquiétée de voir leur nombre estimé à plus de 15 000 dans le 101e département français dans l'océan Indien. Une étude menée par un chercheur de l'université Paris-Nanterre les évalue entre 5 000 et 23 000. La réalité, c'est qu'on ne sait pas trop les compter ni comment on les compte. Confie d'ailleurs, on va le dire, le recteur de l'Académie de Mayotte, Jacques Mikulovic. Les chiffres sont basés sur les estimations de population, mais nous ne savons pas exactement combien nous sommes, a-t-il d'ailleurs ajouté. L'INSEE estime à 310 000 habitants la population du département le plus pauvre de France au 1er janvier dernier. Le système scolaire mahorais ploie sous l'accroissement démographique dû notamment à l'immigration venue des autres îles de l'archipel, nous dit-on. Situé entre Madagascar et la côte ouest africaine, l'île appartient géographiquement à l'archipel comorien, mais s'est séparée, nous dit-on, des Comores en 1974 à l'issue d'un référendum où les 3 autres îles ont choisi l'indépendance. Mais nous connaissons justement la réalité parce que c'est la France qui a arraché cette île aux Comores. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les Comores réclament à corps et à cri cette île, on va le dire, de Mayotte. Eh bien, le centre hospitalier de Mayotte a enregistré en 2022 un nouveau record de naissance avec plus de 10 700 nouveaux-nés. Dans 3 ans, tous ces enfants iront en petite section. Mais les bâtiments, le personnel n'arrive pas à suivre. Eh bien, là-bas, la France ne construit pas des établissements scolaires, maternels, primaires, secondaires, on va même dire universitaires. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Nous nous interrogeons. En petite section, le rectorat estime à 6 000 le nombre d'élèves pris en charge entre les enfants inscrits à l'école et ceux qui sont dirigés vers d'autres dispositifs. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, ce recteur déclare: nous sommes loin des 10 000 enfants qui naissent chaque année sur le territoire. On a donc perdu là la trace de près de 4 000 enfants. Constate d'ailleurs ce recteur. Il revient donc aux parents d'inscrire leurs enfants à la mairie ou de s'adresser aux associations lorsque les places manquent à l'école. Mais les familles sont parfois mal informées ou absentes, fait savoir aujourd'hui les autorités françaises. Nous nous interrogeons donc ce matin, mesdames, messieurs, Mayotte, non-scolarisation des jeunes, une exclusion raciste, sociale raciste, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici, et les journalistes d'investigation, et surtout, directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve José Longos. Je dis bonjour aux panafricanistes d'ici et d'ailleurs. Bonjour aux Africains de Mayotte, de Comores, de l'île de la Réunion, de Martinique, de la Guadeloupe, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, entre autres. Je les salue, ces Africains qui se retrouvent ailleurs contre leur gré du fait de l'histoire coloniale et de la traite négrière. Je salue particulièrement ce matin les patriotes du Niger, du Mali, du Burkina Faso, mais aussi, sans les oublier, les patriotes du commande de Centrafrique. Quand je l'ai dit, et nous l'avons d'ailleurs repris sur ce plateau, à savoir que il y a les coups d'État que la France tolère, il y en a qu'elle condamne, qu'elle accepte. Comme ce fut le cas tout récemment du côté du Gabon, du côté du Tchad, et sans oublier du côté de la Côte d'Ivoire, qu'il soit constitutionnel ou militaire, elle les accepte quand même. Ce qui nous intéresse ce matin, ce sont des projets d'agression qui sont actuellement été planifiés dans les laboratoires, les officines occidentalo-françaises.
Alors, je voudrais ici réitérer aux patriotes, qu'ils soient du Niger ou d'ailleurs sur le continent africain ou même en territoire européen, que si un seul coup de feu est tiré au Niger, si un seul coup de feu est tiré au Niger, dans le cas de leur projet d'agression, ce sera le déluge. Je ne fais pas de la subversion. Je dis ce qui est. Je voudrais ici demander à certains panélistes, panafricanistes, j'avais dit, qui pensent que le panafricanisme, ce n'est pas la violence. Bien évidemment, le panafricanisme, ce n'est pas la violence, ce n'est pas, n'est-ce pas, la guerre, mais c'est autre chose, c'est une idéologie. C'est une façon de vivre. Mais sauf que nos dévanciers, qui se sont engagés dans une dynamique de non-violence, ont été, en revanche, assassinés. On ne peut donc pas reprendre à notre compte les recettes qui n'ont pas marché avec nos dévanciers. Nous devons, de mon point de vue, et strictement de mon point de vue, associer à la fois la non-violence, la guerre médiatique, mais surtout, éventuellement, la lutte armée si c'est nécessaire. Parce que ces gens ne sont pas prêts de changer de paradigme de logiciel. Donc, nous n'allons pas laisser ces criminels perpétuer les mêmes recettes sans nous défendre de manière légitime. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici encore. Ce matin, nous parlons de Mayotte, non-scolarisation des jeunes, une exclusion raciste, sociale, raciste. Nous nous interrogeons. Eh bien, depuis le début de cette année, Albert Anatole, ici, sont entre 5 000 et 23 000 les jeunes enfants qui ne vont pas à l'école. Pourtant, d'après justement le centre hospitalier de Mayotte, en 2022, il y a eu 10 700 nouveaux-nés. Et on nous fait savoir d'ailleurs qu'il y a à peu près plus de 4 000 enfants qui ont disparu comme ça dans la nature. En fait, on ne les revoit pas dans les salles des classes. La thématique de ce matin pose deux problèmes essentiels. Le premier problème, c'est la violation par Paris du droit le plus fondamental de chaque être humain, notamment ceux qui sont devenus soit par alliance, soit du fait de l'histoire des Français. C'est-à-dire le droit à l'éducation. C'est un droit fondamental reconnu par la charte. C'est le droit à l'éducation. Une parenthèse, comme j'aime les ouvrir, les parenthèses. Si vous voulez aller en exil alimentaire du côté de la France et que vous avez une progéniture, ils vont vous opposer au moins deux ou trois choses. La première chose, vous devrez parler leur langue. La seconde chose, vous devez vous soumettre à ce qui s'appelle leurs valeurs. Mais surtout, pour vos enfants doivent vous parler français et être scolarisés. Ce sont des conditions sine qua non pour que vos enfants, justement, puissent avoir la chance d'être acceptés en territoire français. Et là, nous sommes donc en territoire français où, apparemment, nous avons affaire à des citoyens français qui sont citoyens d'un État prétendument défenseur de la démocratie et des droits de l'homme et de toute la terre, et des droits de la terre. C'est donc paradoxal que dans cet État-là, qui a la prétention de venir sur le continent africain, financer des projets d'ordre culturel dans le secteur de l'éducation, du sport et du quanti, mais qui, dans son propre territoire, n'arrive pas à assumer sa responsabilité régalienne qui est celle, n'est-ce pas, d'envoyer ses enfants à l'école. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Même du côté de l'Hexagone, vous avez deux systèmes éducatifs qui sont implémentés. Vous avez un système éducatif qui est réservé aux Français de souche et vous avez un autre système éducatif qui est réservé aux enfants d'immigrés, aux enfants de la pègre. Voilà la réalité en territoire français. Ce qu'il dit, ce n'est pas de la spéculation, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous avez une recrudescence de violence, bien du grand banditisme dans les banlieues, notamment Marseille, Bordeaux. Du fait de quoi? Du fait, justement, de la défaillance de l'État français dans la prise en charge de ce que j'ai envie d'appeler les rebuts sociaux, c'est-à-dire
ces enfants, cette jeunesse qui est laissée en marge, n'est-ce pas, de la société française. Ça, c'est le premier problème que ça pose votre thématique ce matin. Le second problème qu'elle pose votre thématique, renvoie à une thématique que nous avons eu à débattre sur ce plateau. C'est-à-dire le projet, n'est-ce pas, de réduction de la démographie, n'est-ce pas, de la communauté noire du côté de Mayotte au travers de cette campagne de stérilisation que nous avons toujours évoquée. Or, il nous semble que jusqu'à une certaine époque, même jusqu'à date, avant que les mondialistes prennent le pouvoir du côté de l'Hexagone, l'avortement était pratiqué alors qu'il était interdit. Alors qu'il était interdit par les lois, par la législation française. Et cet avortement était pratiqué de préférence et de manière spécifique contre les femmes noires. Donc, c'est le même logiciel qui a été repris du côté de Mayotte, où on vous fait comprendre, il y a dans le texte, c'est-à-dire l'institut qui a fait cette étude, vous fait comprendre que c'est parce qu'il y a une explosion de la démographie, oui, qu'on n'est plus capable d'envoyer à l'école les enfants. Les enfants parce que le système éducatif est surchargé du fait d'une démographie non contrôlée. Mais il me semble que la France, ce n'est pas le Niger, où vous avez là-bas les grands instituts qui font de la planification, qui sont capables de vous dire le nombre d'habitants qu'il y aura en Mayotte, qu'il y aura en Martinique dans 15, dans 20, 50 ans. Oui. Mais alors, que se passe-t-il? Ça veut donc dire qu'effectivement, dans cette affaire, il y a deux choses qui se passent. C'est que, vous avez d'ailleurs dit dans votre introduction, Mayotte fait partie de ces territoires français qui occupent le bas de l'échelle en matière de pauvreté depuis 2022. Et il me semble que Mayotte, c'est un territoire français. Et la plupart des Mahorais sont des Français, puisqu'ils utilisent l'euro et ils utilisent un passeport français avec la carte d'identité nationale française. Donc, que se passe-t-il donc? Ça veut donc dire que nous avons alors une politique, nous avons affaire du côté de Paris, de la France, cette France qui est arrogante, et prétentieuse, imposteur, n'est-ce pas? Nous avons affaire de ce côté-là à une politique sociale, justement, déclinante et discriminatoire. C'est ce qu'il est question. C'est-à-dire que nous avons affaire à une politique scolaire discriminatoire. Selon que vous soyez à l'Hexagone, selon que vous soyez dans les territoires outre-mer, dans les départements outre-mer français, selon que vous soyez dans les banlieues. C'est ce qu'il est question. Donc, alors, il s'agit donc, finalement, donc, les banlieues, les territoires outre-mer français, ainsi que les départements outre-mer français, sont donc des usines à fabriquer des délinquants sociaux. C'est ce que ça nous renvoie. La preuve, c'est qu'on fait comprendre dans le papier que ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école sont reversés, n'est-ce pas, dans les officines sociales pour apprendre à faire les dessins, à compter les bâtonnets, alors que leur place est ailleurs que dans ces structures, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de prise en charge de la délinquance ou bien de l'enfance en difficulté. Mais comment un enfant de 5 ans, 4 ans, 3 ans peut se retrouver dans les structures sociales de prise en charge de la délinquance? C'est ça on nous renvoie à cela. C'est-à-dire qu'au lieu que ces enfants-là aillent à l'école, on préfère leur apprendre à faire la peinture, n'est-ce pas, à faire des dessins, à fabriquer certainement les hachoirs, ou alors comment, n'est-ce pas, dessiner, n'est-ce pas, des portraits, je ne sais pas quoi, d'autres. Donc, je pense qu'il s'agit tout simplement d'un fait symptomatique de quelque chose. C'est-à-dire, la France, c'est un État désormais décadent, qui n'a plus les moyens de sa politique, en dépit de son arrogance, de sa prétention à dire qu'elle peut venir résoudre les problèmes des Africains, alors qu'elle n'en a pas les moyens. Albert Anatole, si je vous poserais donc cette question, est-ce que tous les Mahorais peuvent avoir la nationalité française? Parce que d'après les dernières informations que nous avons reçues, tous ne peuvent pas aspirer à une carte nationale d'identité française. Dans tous les cas, il s'agit, tout à l'heure nous avons parlé d'une politique discriminatoire. Oui. Et il me semble que la plupart, le fameux charte et le fameux droit humanitaire international
suggère la protection des enfants, des femmes et des minorités. Et je crois que les Mahorais font partie des minorités en France. Et pourquoi donc les Mahorais sont marginalisés? Pourquoi vivent et subissent-ils le racisme, la xénophobie, la maltraitance de l'État central? Je voudrais quand même vous rappeler que les responsables de l'État central français à Mayotte ne sont pas des mélanodermes. Ce sont tous des locodermes. Jusqu'au tout petit sous-préfet. Ce sont des locodermes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes en plein territoire d'apartheid. Mais bien, nous sommes en plein territoire d'apartheid. Dans le contexte de ces événements, de cette actualité qui fait l'objet de la thématique ce matin, je voudrais vous renvoyer à notre actualité qui consiste à détruire, à mettre dans la rue une partie de la population mahoraise au fallacieux prétexte de détruire les habitats insalubres, de lutter contre la délinquance et la criminalité. Cette criminalité qui se porte très bien du côté de Marseille, qui se porte très bien du côté, n'est-ce pas, de Lille, de Bordeaux, entre autres, et même de la Corse ou de la Normandie. Cette délinquance se porte très bien là-bas. Cette délinquance se porte absolument très bien puisqu'il y a des trafiquants de drogue du côté de l'Hexagone, dans certains quartiers, dans certains banlieues de l'Hexagone. Mais il me semble que du côté Mayotte, c'est pas encore le cas c'est pas encore on n'arrive pas encore les cas de trafic de drogue. Mais ce qui est quand même affligeant dans le contexte de ces événements, c'est que vous avez à Mayotte des cerveaux blanchis, ce que Franck Fanon appelait le peau noire, masque blanc, c'est-à-dire des noirs, comme vous et moi, qui parlent comme des locodermes, qui se prennent pour des locodermes parce que, pour eux, ces immigrés, ces migrants qui viennent des Comores, viennent salir leur espace de vie. C'est-à-dire, c'est de la pègre. Mais vous entendez, vous voyez une femme qui vit dans la galère, je ne me suis même pas sûr. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Mayotte vit de quoi? Les populations mahoraises sont victimes des rationnements d'eau. C'est-à-dire un peu comme en Afrique. Au Niger, vous avez carrément des rationnements d'eau, comme les rationnements des délestages en matière d'énergie électrique. Voilà les situations que les peuples mahorais vivent. Mais ils vous disent qu'ils sont français. Et ils se comportent comme tels. Cela s'appelle de l'assimilation. Ils ont été alliés de l'aliénation à la fois culturelle, de l'assimilation intellectuelle, mais surtout d'ignorance des faits historiques. Je ne peux pas leur pardonner parce qu'ils ont le devoir de connaître leur histoire, leurs origines, d'où ils viennent, parce qu'ils ne pourront jamais être des Français. La preuve, c'est que sur le propre territoire, il n'y a aucun responsable qui soit en dehors d'un vice-président du conseil, machin, qui se prend pour un locodème et qui, à un moment donné, a demandé, n'est-ce pas, qu'on commence à tuer certains, je veux dire, migrants venus de Comores. Et il n'y a que en territoire français que vous vivez ce genre de bêtises, je dis bien de bêtises. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre combat, le combat des Mahorais qui sont marginalisés est le nôtre. Et partout, les Noirs sont marginalisés, ça interpelle la communauté. La conscience noire. Depuis 1974, il faut quand même préciser que les Comores réclament toujours cette île à la France qui l'a arrachée. On ne va pas dire que c'est un accord entre les deux États. Non, c'est pas un accord entre les États. Ce ne saurait être un accord entre États. C'est Napoléon Bonaparte qui a racheté cette île entre les mains d'un autre illuminé qui était Mélanodème. Oui. Voilà, c'est ça qui est la question. Un peu comme la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez vous prenez sur la carte, vous voyez la position de la France et vous voyez la position de la Nouvelle-Calédonie. C'est la même chose de Mayotte. C'est-à-dire, vous voyez sur la carte, vous voyez la position de la France, vous voyez la position, n'est-ce pas, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie ou bien de l'île de la Réunion. C'est-à-dire, c'est à des milliers de kilomètres. Mais il s'agit tout simplement des vestiges des croisades, de l'impérialisme napoléonien. C'est tout simplement ça. Vous allez me rappeler qu'il y a eu des batailles sur le continent africain. Mais bien évidemment, attendez. Mais
à un moment donné... Parce que parfois, quand on parle de Mayotte, Albert Anatole, ici, sans vous couper, on pense souvent que c'est en France, c'est quelque part là-bas. Non, c'est pas en France. Mayotte, c'est dans l'océan Indien. Oui. Mayotte, c'est dans l'océan Indien. Rappelons justement à nos téléspectateurs que Mayotte est située entre Madagascar et la côte ouest africaine. Il faut le dire également. Et on va pas également oublier l'île Maurice. Absolument, c'est bien. Mayotte, c'est un archipel situé dans l'océan Indien. C'est-à-dire très loin, mais alors très loin de la Méditerranée, qui est plus proche de la France. À des centaines de milliers de kilomètres de là. À des centaines de milliers de kilomètres. Donc, il s'agit tout simplement des vestiges, comme on l'indiquait tantôt, des vestiges des croisades impériales, n'est-ce pas, de Napoléon Bonaparte, qui est un modèle politique pour celui qui considère que les panafricanistes sont des révisionnistes. Mais il continue à entretenir justement les vestiges, justement, impérialistes, justement, de Napoléon Bonaparte. Alors, si lui il estime, Macron, puisqu'il s'agit de lui, que nous sommes les révisionnistes, alors pourquoi lui continue à entretenir les vestiges des croisades impériales de Napoléon? C'est la question demeure. Dans le contexte africain, je voudrais vous rappeler que le Gabon qui a subi il y a quelques jours un coup d'État qui a été accepté par tout le monde, par les démocrates universels, par les gens qui sont réfractaires au coup d'État, faisait partie d'un territoire français, d'une superficie française. La preuve, c'est que Bongo Père était capable de donner des injonctions pour qu'on dégage un ministre du côté du gouvernement français. Parce que, justement, il y a toujours des intérêts, la France jouait des gros intérêts du côté du Gabon. Donc, raison pour laquelle vous avez des putschistes qui sont tolérés, qui peuvent être tolérés, adobés, comme celui que vous appelez Oligui Nguema, du côté du Gabon, mais d'autres qui sont condamnés et détestés, même détestables du côté du Niger, comme du côté d'Abdourahmane Tiani. Pour revenir à notre thématique. Alors, la problématique de ce matin nous en renvoie donc à deux choses que j'ai évoquées tantôt, c'est-à-dire la politique discriminatoire du système éducatif français et plus globalement de la gestion sociale, de la gestion de sa politique sociale en France. C'est-à-dire, vous avez d'un côté, je vous indiquais tantôt, comme même dans les secondes, vous avez deux sous-systèmes. Vous avez un système éducatif qui est privilégié, qui est au profit des Français de souche, et vous avez un autre qui est pratiquement un système qu'on implémente sur le continent, c'est du continent africain, qui est destiné aux fils, soit aux fils d'esclaves, ou alors aux produits aux enfants des migrants. C'est ça qui est la question. Raison pour laquelle vous avez donc, du côté de France, dans les banlieues notamment, la montée en puissance, n'est-ce pas, de la délinquance, notamment en ce qui concerne la criminalité urbaine, en ce qui concerne la xénophobie. La preuve, c'est que même sur leur propre sol, il y a une menace. C'est une menace qui est constamment attribuée aux fils des migrants et aux descendants d'esclaves. Albert Anatole Boulaye, ici, pour sortir de cette édition de Parole au panafricanisme, il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que l'île de Mayotte, c'est 93% de Noirs africains et 7%, on le dit comme ça, de mélanodermes, à se poser dans la question de savoir, veut-on détruire justement ces 95% de la population noire? Et c'est qui la question, c'est ça le projet. C'est ça qui est le projet. La première destruction du monde noir, du peuple noir venu d'où? C'est d'abord la destruction culturelle. Et ils vous ont dit qu'il y a un inculte qui a prétendu, en des cas, je crois en 2016 ou en 2015, que l'Afrique n'était pas suffisamment dans l'histoire. Je parle de Sarkozy. Donc la première destruction du peuple noir est d'abord culturelle. La preuve, et ça se perpétue aujourd'hui. C'est-à-dire, avec ce qu'ils appellent les valeurs décadentes, des dépravations intellectuelles, la décadence politique, la dépravation morale, au travers des officiers qu'ils appelaient les instituts français, au travers les agents français de développement, au travers leurs médias, au travers leur élite. Parce que leur élite, c'est quoi? Leur élite, c'est la pédophilie, l'homosexualité, c'est ça leur valeur, c'est ça qu'ils appellent leur valeur. Leur valeur, c'est quoi? Leur valeur, c'est le racisme, la xénophobie, la destruction des gens, la violence, c'est ça leur valeur. Donc, le projet de destruction du peuple noir est d'abord culturel, et ensuite politique, et ensuite social. La preuve, c'est que à Mayotte, je suis en train de vous indiquer que les populations
subissent des rationnements d'eau, un peu comme au Niger. Ils subissent des délestages électriques, un peu comme au Niger. Alors que nous sommes en territoire français, paraît-il. Donc, en plus de cela, tout à l'heure, je vous l'indiquais, que vous avez une politique nataliste en genre, comme on dit chez moi au Cameroun, c'est-à-dire, pour freiner la démographie de la communauté noire, de la communauté noire du côté de Mayotte, Macron et son ministre de la Santé et de l'Intérieur n'ont trouvé mieux que pratiquer quoi? Pratiquer, n'est-ce pas, la stérilisation des jeunes femmes et des jeunes filles noires. Il s'agit ni plus ni moins que d'un crime. Eh bien, il s'agit d'un crime contre l'humanité. C'est un génocide. Lorsque vous avez les projets de détruire, le projet de détruire tout un peuple, et de manière, j'ai envie de dire, volontaire, prémédité, il s'agit tout simplement d'un génocide. Et aucun média français, européen, aucune institution internationale, aucun ingénieur ne voit pas, n'est-ce pas, ce génocide qui est de se perpétuer, du côté de Mayotte. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit, n'est-ce pas, de traiter les Noirs comme ils le pensent, comme ils le veulent, et très souvent avec la complicité d'autres Noirs. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Surtout, likez et partagez le plus grand nombre. Nous savons que, jusqu'à preuve de contrer la censure, se fait rage, mais le combat continue. Bonne journée à toutes et à tous.